Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Qu'est-ce que signifie être autochtone ? Peut-on être autochtone d'un territoire où l'on n'est pas né, où l'on vit depuis peu ? Peut-on le devenir même temporairement à l'occasion d'un voyage ? Marine, exploratrice à l'âme nomade, a voyagé sur tous les continents pour son travail d'accompagnement dans la gestion des risques, lors d'expéditions scientifiques ou d'immersions loisirs. Consciente des enjeux socio-écologiques, elle embarque pour un projet documentaire au Canada qui doit compter, pour elle et pour le monde. Plus qu'un projet, c'est une quête de sens. Marine nous dévoile les détails de cette aventure au cœur du vivant, entre rencontres et pistages animaliers, qui l'invite à découvrir le territoire en profondeur. De ses rapports au sol et au monde émerge un questionnement plus large. Comment être autochtone ? Comment faire partie de nouveau de ce tout qui nous lie ? Bonjour Marine, merci de m'accueillir chez toi dans le sud de Lyon. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Bienvenue, écoute, c'est un plaisir. Merci d'être venue jusqu'ici. Avec plaisir. Marine, tu as 38 ans et tu es originaire de Grenoble. Tu as fait des études dans les relations internationales et tu t'es spécialisée ensuite dans la gestion des risques. Depuis 2011, tu travailles notamment dans l'humanitaire sur le volet de la sécurité et sûreté. Et tu es passé par de grandes ONG françaises et anglaises en tant que salariée. Et depuis 2016, tu interviens en tant que consultante pour diverses organisations sur ces mêmes enjeux, urgence et développement, droits de l'homme, environnement. En parallèle de ce parcours humanitaire, tu accompagnes sur la gestion des risques dans le cadre d'expéditions scientifiques. Et cela me permet de présenter aussi ton autre casquette, qui est celle d'une personne engagée et proche du vivant. Tu es animatrice randonnée et vie nature, spécialisée en pistage animalier. Et pour couronner le tout, tu rejoins en 2023 la prestigieuse Société des explorateurs français. C'est pas rien quand même. Bravo pour ça. Merci. En 2018, tu as fondé Get Ready. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus cette structure et sa vision et ses missions ? Get Ready donc, est né en fait parce que à un moment, j'ai fait une formation gestion des risques à des jeunes humanitaires avant un départ. Et ils m'ont dit, punaise, si j'avais eu ces infos-là quand je suis partie faire mon tour du monde il y a 1 an ou 1 an et demi, ça m'aurait bien servi quand même. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, peut-être qu'il y a des gens qui préparent des projets qui auraient besoin, enfin en tout cas qui pourraient bénéficier d'une version un peu allégée, tu vois, pas forcément, on parle pas de zone de guerre, mais peut-être pas seulement la gestion des risques d'ailleurs, peut-être aussi les premiers secours, peut-être même, pourquoi pas de la mécanique, tu vois, s'ils partent en van, pourquoi pas aussi des choses plus liées à l'autonomie en nature, donc tout ce qui va être bivouac, etc. Et ça a fait son chemin dans ma tête. Et je me suis tournée vers mon réseau d'amis, collègues, formateurs avec qui je gravitais autour de l'humanitaire et je leur ai dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas monter un projet de formation ensemble puisque je n'ai pas moi toutes les compétences à destination de ces publics-là. Et c'est comme ça qu'est né Get Ready
Quand j'ai eu cette idée aussi de Get Ready et quand les choses ont commencé à se mettre en place, c'est pas uniquement une expérience de gestion des risques de terrain humanitaire que j'avais envie de transmettre aussi, parce que moi j'ai eu d'autres expériences de voyage, plus seule en fait, sac à dos, backpack, etc. au fur et à mesure des années. Et il y avait aussi de ça que j'avais envie de transmettre. J'ai vécu pendant 1 an en Australie, j'avais aussi vécu pendant 2 ans en Angleterre, j'ai fait beaucoup de road trip, voilà, à des époques, ça va sonner vraiment comme une vieille, mais à des époques où il n'y avait pas Internet et où c'était que à la carte et au Lonely Planet. Et du coup, bah voilà, j'avais envie aussi de transmettre, je pense, cette manière de vivre le monde en fait et de voyager, et pas que uniquement sous un regard gestion des risques, quoi. Et donc, dans toutes tes expériences de voyage, tu as essayé d'explorer aussi le lien que tu avais avec le vivant. Et je voulais revenir sur tes expériences de lien au vivant, justement, et notamment sur ton expérience du pistage animalier. Comment tu as découvert le pistage animalier, à quel moment de ta vie ? Nommé comme tel assez récemment, en fait, en utilisant ce terme-là. Mais si j'essaye de rembobiner un peu le fil, ça date vraiment d'il y a super longtemps, en fait. Si vraiment je dois le lier au voyage, s'il y a une expérience marquante sur un voyage où je vais dire « Ah, tiens, pistage animalier », c'est en Australie. Donc j'y ai vécu pendant quasiment 1 an en 2008-2009. J'étais en Working Holiday Visa. C'était à une époque où il n'y avait pas encore beaucoup de Français là-bas, où c'était vraiment, voilà, on était un peu... on n'avait pas besoin de s'éviter, en fait, aussi, les Français. Et à un moment, je suis tombée sur des Françaises, donc je ne suis pas partie en courant. Et notamment, une Française qui m'a dit, dans une auberge de jeunesse, le week-end prochain, je vais sur cette petite île, donc, qui s'appelle toujours Stradbroke Island, et je vais rencontrer une vétérinaire française qui fait sa thèse et qui est installée là-bas. Si tu veux venir, elle travaille sur les koalas, etc. Donc moi, j'ai dit, ouais, grave. Et donc, je suis arrivée sur cette île et Romane, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, cette vétérinaire, nous a dit, allez, on va aller pister les koalas. Et en fait, il y avait un système de télétracking, donc ils avaient installé des colliers émetteurs sur certains koalas pour étudier l'impact, en fait, des mines de sable de cette île, puisqu'ils extrayaient beaucoup de sable sur des mines à ciel ouvert dans cette île, voir l'impact sur la vie et la population des koalas. Donc, on est parti comme ça, tu vois, avec nos petits casques sur, sur les oreilles, et puis nos espèces d'émetteurs-récepteurs, enfin de récepteurs en l'occurrence, une antenne, tu vois, style râteau. Et à chaque fois qu'on trouvait un koala grâce à ça, il fallait ramasser au pied de l'arbre des crottes, les mettre dans des petits sachets, identifier l'arbre, donc noter, mesurer, etc., pour avoir collecté vraiment des données scientifiques. Et si vraiment, du coup, je dois noter à un moment où je me suis dit, tiens, en fait... l'indice de présence que laisse l'animal au pied de l'arbre nous révèle des choses sur qui il est, sa santé, etc. Et donc, en lien avec le pistage animalier, je crois que c'est cette expérience-là que je peux nommer. Et par la suite, tu as eu d'autres expériences, justement, qu'on pourrait appeler de pistage, ou en tout cas de repérage des excréments ou des traces d'animaux ? Un peu tout le temps, en fait, parce que quand je te dis, ça remonte à beaucoup plus loin. En fait, quand j'étais gosse, j'étais déjà pas mal dans les bois, pas mal en forêt, etc. J'ai eu vraiment la chance, tu vois, de grandir dans un environnement qui me l'a permis. Et à côté de ça, je voulais faire 2 métiers. Il y a eu un moment où je voulais être vétérinaire, tu vois, et il y a eu un moment où je voulais être commissaire de police. Le côté enquête, détective me passionnait. Donc, tu vois, si je rejoins un peu les deux, et en fait, c'est cette habitude d'être dehors et d'essayer de regarder, toujours d'avoir une curiosité du détail, ça remonte à vachement plus loin, en fait, que cette expérience australienne. Et aujourd'hui, si je rembobine chacun des voyages que j'ai faits, même le premier gros voyage que j'ai fait aux États-Unis et au Mexique, c'était un road trip, je me souviens aussi de cet attrait toujours plus grand pour les espaces naturels et sauvages plutôt que pour les villes. J'aimais bien les petits trips de quelques jours dans une capitale, mais en fait, à chaque fois, ce que je me souviens, c'est les écureuils que j'ai croisés au parc ou voilà, ce genre de choses. Donc il y a toujours eu un attrait quand même beaucoup plus pour le côté nature. Et au fur et à mesure, la connaissance, elle s'est accrue aussi à ce niveau-là sur les habitudes des animaux, même en ville.
tu as pu approfondir tes connaissances justement au fil aussi de ces expériences, mais est-ce que tu as suivi une formation en particulier à un moment? Comment tu as été amené à te former sur ce Ouais, sujet? c'est marrant parce que c'est un vrai sujet, enfin cette question de formation, etc., c'est un vrai sujet aujourd'hui dans ma vie sur le naturalisme, parce que aujourd'hui ça va prendre de plus en plus de place, et même je le sens, tu vois, sur les missions d'accompagnement, même en gestion des risques, sur l'aspect technique, j'ai de plus en plus envie de me mettre au service, justement, tu vois, de missions scientifiques, au service du vivant, de la cohabitation interespèces. Donc je sens que moi-même j'ai un peu un shift à ce niveau-là, et j'ai pas de formation académique sur un sujet biologie, naturalisme, etc. Mon savoir, il est soit empirique, c'est soit de l'observation, et tiens, ah bah en fait, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure des années, je vois que ça se répète au niveau de cet arbre, enfin tu vois, c'est vraiment de l'observation. Beaucoup de lecture, donc ça c'est aussi autodidacte, quoi. Et puis des petites formations complémentaires à droite à gauche, notamment sur la transmission, puisque ce que je fais en formation pour les humanitaires, en fait, via le métier aussi, cette validation du diplôme d'animatrice de randonnée, et je suis amenée à transmettre cette passion de la nature et ces compétences, ces connaissances. Mais j'ai pas aujourd'hui effectivement de diplôme en la matière, et ça vient me questionner. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et instructif aussi sur la société et sur qui on est dans une société, avec ce besoin presque, tu vois, d'avoir un master ou un truc pour dire non, mais j'ai des connaissances biologiques, scientifiques sérieuses dans ce monde qui veut des diplômes, alors que en fait, c'est pas forcément à cet endroit-là que ça se joue, quoi. Donc chaque personne est en mesure, en tout cas, d'approfondir ces connaissances-là en étant autodidacte, en lisant des livres, en faisant des randonnées, en te suivant par exemple sur des randonnées. Oui, en passant du temps dehors, en fait, en nourrissant aussi une curiosité et un intérêt. Il y a tellement de choses dehors qui peuvent être intéressantes que je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et d'aller se rapprocher de ça, pour moi, c'est essentiel. Après, j'ai aussi la chance d'avoir des réseaux au sens humain, où je rencontre, et j'ai rencontré via mes expériences, mais je vais aussi à la rencontre de gens qui savent beaucoup de choses et qui aiment les transmettre. Et du coup, j'apprends constamment aussi à leur côté. On peut appeler ça un peu des mentors, ou voilà, mais que je retrouve peut-être 3-4 fois par an sur des événements, et où j'apprends une quantité de choses, et à chaque fois je repars et je me dis oh, mais c'est juste mon bagage, il a été boosté. Enfin voilà, je pense vraiment que la transmission aussi par des gens, c'est ultra important. Ouais. Justement, on va revenir un peu sur un voyage que tu as effectué il y a quelques années, et dans lequel tu as pisté et tu as rencontré justement des experts et expertes, ornithologues ou photographes ou autres, qui t'ont aussi appris. Un voyage au Canada, plus précisément en Colombie-Britannique, donc territoire anglophone situé à l'ouest du Canada, dans lequel on retrouve notamment la ville de Vancouver, pour situer un peu plus. Dans quel cadre t'es parti au Canada? Et combien de temps tu y es resté? Est-ce que c'était dans le cadre d'un voyage plaisir? Est-ce que c'était une expédition scientifique? C'était un peu tout et un peu rien de tout ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en 2019 déjà au Canada, donc dans cette même zone, pour un voyage purement plaisir, pour le coup, avec ma cousine. On a loué un van et on a voyagé. Et ça a activé ou réactivé un très gros intérêt que j'avais pour cette zone. Déjà, historiquement, dans mes lectures, là, si on regarde autour, il y a plein de bouquins, et il y a plein de bouquins qui se passent dans ces zones géographiques. J'ai toujours eu un intérêt, vraiment, j'arrive pas trop à l'expliquer, mais pour les Amérindiens donc d'Amérique du Nord, que ce soit États-Unis ou que ce soit Canada. C'est quelque chose qui m'a intéressée, avec au début, le romantisme qu'il pouvait y avoir et les mythes, tu vois, que j'ai aussi déconstruits. Donc ça, c'était hyper intéressant aussi de sortir de Pocahontas, le dessin animé, et de se rendre compte qu'en fait, derrière l'histoire de Pocahontas, il y a d'autres choses. Donc ça s'est fait aussi au fur et à mesure. Donc il y a eu ce premier voyage en 2019 qui m'a permis d'établir quelques contacts, qui m'a fait rencontrer par hasard certaines personnes. À l'époque, il n'y avait pas d'agenda derrière. Et donc en 2021-22, je me suis dit, j'ai quand même envie d'y retourner, j'ai envie de monter un projet, j'ai envie d'y lier cette notion de pistage, mais pas de pistage uniquement tourné vers les animaux, puisque je pense que le pistage animalier, il y a plein de ramifications, et l'une d'entre elles, c'est l'utilité sociale que ça peut avoir pour
recréer du lien aussi entre les humains et les autres espèces pour cohabiter. Donc j'ai commencé à monter ce projet plutôt sous un format expédition, sans avoir pour autant la rigueur d'une expédition scientifique, parce que je savais pas ce que j'allais trouver là-bas en fait. Je savais même pas vraiment ce que j'allais chercher, mais je savais qu'il fallait que j'y retourne, que j'explore ces sujets-là. Qu'est-ce que ça veut dire appartenir à une terre? Qu'est-ce que ça veut dire être autochtone au sens vraiment littéral du terme, issu du sol même, avec cette intuition que c'est une terre qui avait beaucoup à m'apprendre parce que il demeure encore certains savoirs anciens. Et pour autant, on y retrouve aussi des choses en lien avec l'Europe. Et un petit peu la vieille Europe, comment l'Europe, elle était avant, notamment au niveau des espèces animales. On est sur la même latitude, on est sur des forêts qui peuvent se ressembler. Enfin voilà, il y avait des éléments qui m'ont vraiment dirigée là-bas. Et du coup, j'ai monté ce projet comme ça. Je me suis dit, je vais faire des demandes de bourse. J'ai fait des dossiers pour des demandes de bourse sur des festivals. Voilà, des dispositifs pour essayer de financer. Et je me suis dit, tiens, si je faisais un petit film à la suite de ça, et grâce à un ami qui est dans le métier, on a fait une petite production à notre niveau, qui reste du coup une transmission, une manière de transmettre ce qui s'est passé là-bas. Donc voilà comment le projet est né et comment ça s'est construit en fait. Trop chouette. Bah, moi, du coup, j'ai eu l'occasion de voir ce film qui s'appelle Backtrack Canada Mhm. et qui est très chouette. On va pouvoir revenir un peu justement sur des éléments qu'on retrouve dans le film. Et justement, au début du film, tu mets en avant ces intentions-là. Tu te questionnes sur c'est quoi être autochtone. Et notamment, tu te demandes si ça passe uniquement par le fait d'être né dans un territoire et d'y habiter sur le temps long. Tu prends du recul un peu sur ta vie et tu te dis oui, moi je suis autochtone ici en France, mais est-ce que je pourrais l'être dans un lieu dans lequel j'habite pas justement sur ce temps long? Et tu dis aussi que tu es perpétuellement tiraillé entre l'ancrage et le mouvement, que tu as l'âme nomade, et tu te questionnes un peu sur ta place dans le monde, sur la façon aussi dont les humains et les humaines habitent les différents lieux. Tu poses justement cette question dans le film que je trouve super intéressante, c'est peut-on devenir intime avec un lieu, avec celles et ceux qui l'habitent, et si oui, à quel prix? Hmm. Ouais. Tous ces questionnements, ils sont venus au fur et à mesure aussi, et ils répondent à chacune des expériences, si tu veux, que j'ai pu avoir, et notamment cette question de est-ce qu'on peut être autochtone même si on n'est pas né quelque part. Ça me vient aussi, par exemple, de travail que j'ai pu faire avec des personnes en situation de migration, soit dans l'humanitaire à l'étranger, soit même en France, et de comment on va tisser du lien, comment on va compenser peut-être parfois le fait de ne pas être né quelque part par un engagement sur un territoire. Donc quand je dis engagement, c'est une présence en conscience quoi, sur un territoire. Et il y a des personnes qui sont pas nées en France ou qui sont pas nées dans les pays où ils sont et qui sont tellement imbriquées, impliquées sur le territoire que ils sont parfois beaucoup plus autochtones que des gens qui sont nés là et qui, comme moi par exemple, pendant quelques années, a été tellement en vadrouille à droite à gauche, etc., que j'habitais pas vraiment mon lieu en fait. J'ai eu un moment où je me suis dit, mais en fait, c'est quoi mes racines? Elles sont où mes racines? C'est où que j'ai envie de me poser? C'est de quel endroit où j'ai pas envie d'en partir, tu vois? J'ai toujours envie d'aller à droite à gauche, il y a tout le temps envie d'aller découvrir, et ça a du bon, et je pense qu'il y a cette part de moi qui existera toujours, qui est aussi nourrie par mon histoire, ma famille est globalement une famille de voyageurs aussi, donc voilà, c'est en moi, cette âme nomade que je décris, mais j'essaye de pas me bercer d'illusions dans le sens où oui, les nomades, c'est des peuples qui bougent, mais c'est aussi des peuples qui bougent avec une très très forte connaissance des différents territoires qu'ils parcourent. Tu vois, les nomades, ils se déplacent sur des itinéraires qui suivent les ressources, par exemple. Et en fait, il y a cette idée-là ils sont nomades, mais en fait, ils sont autochtones de chaque lieu où ils passent, puisqu'ils vont manger les plantes, puisqu'ils vont chasser une espèce particulière qui va être dans cette zone-là à tel moment. Et donc, je pense que c'est pas antinomique. Il faut pas opposer le fait d'appartenir à un lieu et le fait d'être en mouvement. Donc là, déjà, je commence à me réconcilier un peu avec moi-même, dans le sens où j'arrive à, tu vois, me dire qu'en fait, je peux avoir quand même envie de bouger et en même temps de créer un lien vraiment profond avec le territoire que je visite, même pour un temps hyper court parfois. Quand c'est dans le cadre de missions professionnelles, ça peut être très court. Mais en fait, la manière dont je vais habiter le lieu et dont je vais m'y connecter va vraiment changer la donne. Et il y a plein de manières, je crois, de le faire, en fait, de s'y connecter, de vraiment se connecter, même si c'est un temps qui est un peu condensé. Ouais, c'est ce que tu as exploré justement pendant ton expérience au Canada, essayant de trouver des réponses à toutes ces questions que tu te posais.
Il y a une citation dans le film que je trouve très belle, une réflexion justement que tu tiens depuis le hublot de ton avion. Donc je te cite. Mhm. Consciente que je sème depuis mon oiseau de métal et de kérosène les grains de sable qui enterrent toujours un peu plus ces écosystèmes fragiles, j'observe en moi danser la culpabilité. Mon cœur est lourd d'un devoir à remplir. Ce voyage doit vraiment compter. Donc là, tu évoques la culpabilité ressentie vis-à-vis de l'impact écologique de l'avion. Est-ce que tu dis que justement ce voyage il doit compter? Est-ce que tu ressentais une certaine pression? Et quelle était la nature du devoir qui t'incombait? Ouais, je me souviens quand j'ai écrit ces mots, je survolais le Groenland, en fait. Et du coup, en dessous de moi, je voyais à la fois la terre et donc la neige qui recouvrait les terres, et aussi des semblants de banquise, tu vois, des morceaux de glace, en fait, et ça faisait une sorte de puzzle. On voyait l'eau à travers, tu vois, les blocs de glace. Donc c'était pas une étendue vraiment complète, remplie. Et ça m'a vraiment frappée où je me suis dit, waouh, c'est trop beau, oh, machin. Puis après, mon cerveau, tu vois, la fonte des glaces, etc. Ouais, en fait, je suis dans un avion au-dessus pour partir pendant un mois, un petit peu plus d'un mois au Canada, quoi. Donc, il y avait vraiment une espèce de... Ouais, ça grinçait à l'intérieur de moi. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti tout au long de la préparation de cette expédition, parce que j'allais explorer des sujets liés au vivant, tout en montant dans ces avions qui sont une partie, en tout cas, du problème général. On m'a questionné là-dessus aussi, quand je parlais des sujets, parce que j'ai dû défendre mon projet, notamment pour les bourses dont je parlais. On me posait la question, tu vois. Et j'ai autour de moi, et je suis en contact avec des structures qui luttent contre ça. Et donc, ouais, j'avais la sensation que si je partais là-bas, fallait vraiment, vraiment que je ramène quelque chose qui avait de la valeur ajoutée. Parce que je pouvais pas juste me contenter de ce que peut-être les précédents voyages que j'ai pu faire quand j'étais un peu plus jeune, je vais me découvrir moi-même, je vais profiter, je vais faire certes un tourisme conscient, mais quand même un petit peu plus léger, tu vois, avec pas d'autre but que juste de vivre l'expérience. Là, je suis partie avec la pression de me dire, bon, non seulement je m'étais engagée à faire un film, donc c'est pas non plus rien, et deuxièmement, je m'étais dit, ok, il faut que je trouve des réponses en fait. Je pars avec des questions, faut que je trouve des réponses, quoi. Donc ouais, il y avait une petite pression, ouais. Où c'est que tu atterris justement au Canada et où c'est que tu te rends au départ? Comment se passent les premiers jours? Quand je suis partie, j'avais ébauché un petit peu un itinéraire dans ma tête, donc j'avais prévu et je suis arrivée après moult rebondissements de manquage d'avion. Enfin bon, bref, voilà. Comme tous les voyageurs auront expérimenté une fois dans leur vie au moins. Je suis arrivée à Vancouver. Et là, j'ai repris contact avec toutes les personnes. Donc, il y avait 5-6 personnes que j'avais préidentifiées, que j'avais envie d'aller rencontrer pour passer du temps un peu avec elles. J'avais prévu à peu près 5-6 jours avec chaque personne, en fait. Pour avoir quand même un temps assez long, mais somme toute plutôt court, mais voir un maximum d'interlocuteurs en un temps un peu déterminé. Donc, tu vois, j'étais encore dans ce schéma de un peu rentabilité quand même. Faut que ça enchaîne. Et avec les distances canadiennes, du coup, ça va un peu vite. Mais quand même en m'allouant ce temps-là. Donc, j'avais prévu un peu un itinéraire. Je reprends contact avec les gens. Là, il y a des gens que j'avais prévu de voir qui me disent « Ah bah non, finalement, ça va pas le faire ». Il y a des gens que j'avais prévu de voir au début qui m'ont dit « Ah bah non, finalement, ça sera plutôt à d'autres dates ». Donc, j'ai dû revoir un petit peu mon itinéraire. Il n'y avait aucune certitude, en fait. J'avais pas pris des rendez-vous, tu vois. J'avais dit aux gens « Je serai là, je viendrai vous voir et je viendrai passer du temps avec vous quand c'est OK pour vous ». Donc, ça a été un petit casse-tête. Mais ma première destination, ça a été de retourner, en fait, sur une zone où j'avais été déjà en 2019, du coup, vers Squamish, donc, qui était au nord de Vancouver, et où là-bas, j'ai retrouvé un photographe animalier français, un expat, qui s'était installé depuis quelques années dans la zone. Donc ça a été mon point d'entrée, si tu veux. Je me suis assez vite détachée vraiment de la ville de Vancouver, où j'avais pas spécialement envie de passer beaucoup de temps à ce moment-là. Et avant justement de rencontrer ce photographe, tu dis rencontrer de premiers autochtones, non pas des humains, mais d'autres êtres vivants, un rouge-gorge, des biches, des végétaux. Et tu fais connaissance avec ces êtres. Du coup, à ce moment-là, tu es un peu téléporté dans une autre temporalité. Une connaissance, tu as l'impression de venir au monde, car tu n'es pas en mesure de pouvoir nommer ces êtres, parce que tu parles pas leur langage. Tu es seulement en mesure de pouvoir observer un peu le tissu des relations.
de voir la vie se mouvoir devant toi. Comment tu vis ces premiers pas dans ce monde inconnu et comment cette réflexion philosophique elle est venue à toi et elle a fait sens pour toi? C'est vrai qu'en me rendant du coup vers Squamish et en me dirigeant du coup vers là où habitait, Alex, le photographe, animalier, je me suis un peu arrêtée en chemin parce que bon, l'idée c'était quand même de profiter un petit peu. Et quand je me suis arrêtée en chemin sur des zones où j'ai fait des premières randos, j'ai passé un peu de temps sur des plages, etc., j'ai commencé à me reconnecter. Alors, c'était pas complètement nouveau dans le sens où j'étais quand même déjà allée sur ces territoires-là, mais quand j'y avais été les années précédentes, j'avais pas forcément posé exactement le même regard sur tous les détails. Alors oui, j'avais un peu cherché les ours, etc. Ma cousine aimant aussi les animaux, on était quand même assez orientés là-dessus. Mais là, j'y suis allée vraiment en mode, ok, bon bah on va laisser venir les choses et j'ai pas travaillé, préparé. J'avais pas mon carnet de naturaliste, tu vois, avec toutes les petites espèces que je voulais voir. Je me suis vraiment laissée toucher par ce qu'il y avait autour et j'ai observé des espèces dont je ne connaissais pas les noms en fait. Et du coup, je me suis vraiment dit, bah en fait, j'ai besoin là d'un traducteur, quoi. J'ai besoin de quelqu'un qui va pouvoir me dire, bah, telle espèce, elle s'appelle comme ça, et voilà ses habitudes aussi. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, en fait, j'ai l'impression que je suis un peu un bébé, quoi, tu vois. C'est pas complètement le monde nouveau, c'est pas nouveau-né, mais je suis un peu un bébé et j'apprends un peu du vocabulaire et je vais éveiller mes sens aussi. Je vais goûter des nouvelles choses, je vais toucher des nouvelles choses, je vais entendre des nouvelles choses. Et j'ai eu envie un peu de rester dans cette posture de c'est pas grave en fait, là je vais pas faire travailler le mental et je vais juste expérimenter jusqu'au moment où j'ai rencontré Alex et où là on a pu parler un petit peu plus des espèces et nommer un peu plus et comprendre un peu plus l'écosystème grâce à lui. Donc ouais, comme tu dis, pour comprendre ce qui se trame autour de toi, tu as besoin d'interprètes. Donc tu vas justement rencontrer Alexandre. Tu as besoin de personnes qui parlent les deux langues, la tienne, la leur. Mais plus encore, tu dis que c'est pas juste une question de langage. Tu dis que tu as besoin d'être introduite sur le territoire. Et ce territoire, effectivement, il appartient pas seulement aux humains. Donc se pose la question de la cohabitation. Mm. Et donc de l'acceptation de ta présence ici aussi en ces lieux. Toi l'étrangère, toi l'inconnu, au regard aussi des non-humains et non-humaines. Quel est ton regard sur cette réflexion que tu portes aussi d'introduction au territoire, au-delà du fait de pouvoir comprendre un certain langage, en tout cas, de ces espèces? En fait, l'une des choses qui ont émergé pour moi de ce voyage-là, c'était, si je suis vraiment transparente, c'est une réflexion, je pense, qui remonte encore un petit peu plus en amont, mais en tout cas qui a été conscientisée avec ce voyage, c'est que oui, moi, je peux faire tout ce que je veux, je peux aller dehors là et apprendre tous les noms de toutes les plantes. En fait, ça va devenir une relation, ça va devenir un vrai échange, une vraie connexion qu'à partir du moment où la plante, elle va me connaître aussi. Alors ça peut paraître un peu ésotérique dit comme ça, mais en fait, c'est plus dans la manière dont je vais me mouvoir. En tout cas, pour les espèces animales, ce que j'essaye de transmettre avec ça, je crois, enfin en tout cas ce qui me vient avec cette réflexion, c'est que c'est à double sens. C'est que moi, je peux m'introduire, je peux apprendre une terre, mais il faut aussi que la terre, et donc les animaux, etc., apprennent à me connaître. Et apprendre à me connaître, ça veut dire apprendre à décerner mes intentions, en fait. Pour vraiment contextualiser avec l'ours, la manière dont je vais me comporter quand je fais la rencontre avec l'ours, il va pouvoir se positionner, il va pouvoir identifier si je suis une menace, si je suis juste de passage, si je montre que j'appartiens à la Terre ou pas. Et c'est à partir de là que la relation, il y a vraiment un lien en fait qui va se créer. Justement, là, tu parles d'Alexandre qui est photographe. En quoi l'outil de la photographie peut être un moyen pour justement se connecter avec ce vivant et qu'est-ce que lui t'a appris? S'il y a vraiment une réflexion commune qu'on a eue avec Alex et qui m'a permis aussi de verbaliser, si je puis dire, c'est que lui, il m'expliquait qu'il est arrivé au Canada et il s'est mis à la photo au Canada. Et il connaissait rien. Il n'était pas naturaliste, si tu veux. Il a flashé sur une espèce en particulier. Et du coup, il s'est un peu acheté un appareil photo. Il a amélioré sa pratique pour aller photographier cette espèce. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'il s'est rendu compte que c'était plus tellement la photo, le produit photo qui l'intéressait, c'était en fait tout le cheminement. C'était de regarder où est-ce que cette espèce, elle pouvait être à telle période de l'année, quelles étaient ses habitudes, pour certes capturer des images, mais finalement, c'était plus ça qui comptait. Et donc, il m'a montré aussi, et il m'a fait me rendre compte que pour se connecter à une espèce, c'est d'apprendre à la connaître au fur et à mesure des années, parce que ça fait quelques années, du coup, maintenant qu'il y est, et qu'en fait, ça vient avec le temps, et il y a des étapes qu'on ne peut pas brûler. Alors,
Ça s'applique à la photo, puisque aujourd'hui il y a des photographes qui font des magnifiques photos, mais voilà, qui vont dans un endroit parce qu'ils savent que la bête elle est là, ou parce que même parfois elle est appâtée, qui prennent un cliché magnifique, mais en fait si on regarde derrière, il n'y a pas eu cette connexion avec l'animal et avec le territoire que peut-être par exemple Alex, comme bien d'autres très bons photographes animaliers aussi, développe. Ouais, donc c'est tisser des liens petit à petit avec ce vivant et, comme tu dis, apprendre à connaître ces êtres qui nous entourent et qui vivent dans un milieu particulier. Oui, et par exemple, pour rester sur le domaine de la photographie, des personnes qui vont faire des affûts, tu vois, pendant des heures, qui vont rester dans le froid, etc. Ils jouent vraiment le jeu du milieu, quoi. Ils vont pister, ils identifient un lieu qui est pertinent, où ils se disent « Ok, là, il va se passer quelque chose », et ils y passent des heures dans des conditions difficiles. Et là, du coup, ils se fondent vraiment dans le décor, quoi. Donc là, il y a un lien, il y a un vrai lien. Et pendant qu'ils sont pendant des heures dans un affût, ils se font grimper dessus par les fourmis, enfin, tu vois, ils deviennent un élément vraiment du milieu, quoi. Mais c'est de la patience. Est-ce que tu peux justement nous parler des quelques expériences de pistage que tu as pu réaliser au Canada, de manière plus globale, parce que tu rencontres aussi d'autres personnes par la suite Ouais, c'est vrai que en fait, tout a un peu tourné autour du pistage, parce que pour moi, c'était le fil conducteur de justement de la connexion. Donc, je suis allée rencontrer des personnes qui pratiquaient directement ou indirectement, le nommant comme tel ou pas, du pistage animalier. Donc, j'ai rencontré par exemple un monsieur qui s'appelle Rob, qui travaille du coup pour un parc national et qui, lui, utilise le pistage dans ses suivis d'espèces. Donc, il m'a emmenée, on est parti pister ensemble une journée au bord d'une rivière. J'ai rencontré aussi et passé un peu de temps avec un monsieur qui s'appelle Dixon, qui habite du coup un petit peu plus dans les terres, pas très très loin des États-Unis, un petit peu plus à l'est donc de la Colombie-Britannique, et qui lui ne nomme pas le pistage comme étant quelque chose de... Enfin voilà, quand je lui ai dit quel est ton rapport au pistage, il m'a regardé un peu en mode je sais pas trop de quoi tu me parles. Enfin en tout cas avec ces mots-là. Mais oui, bien sûr que je connais où passent les ours, bien sûr que je connais. Donc c'est un monsieur qui est le descendant d'une tribu, en fait, d'un band, comme on les appelle là-bas, local, qui vit sur une réserve, parce qu'il y a encore des réserves au Canada, donc qui a encore, si tu veux, ses connaissances du terrain des générations précédentes. J'étais sur sa ferme avec une autre volontaire, il nous montrait une forêt, une colline, et il nous racontait presque l'histoire de chaque brin d'herbe, quoi, tu vois. C'est vraiment... Il y a des légendes, et des contes et des mythes derrière chaque sommet de montagne, en fait. Quand on est parti avec lui aussi se promener le long d'une rivière, parce qu'on avait vu passer des ours au loin et on les a pistés, tu vois, on était pieds nus dans la boue, etc. Et en fait, lui, il nous racontait quand il était au même endroit, quand il avait 3-4 ans, quoi. Et donc, il nommait pas ça comme du pistage animalier, mais sa connexion au territoire faisait que les indices de présence des animaux, c'était un détail parmi tout le reste. Ouais, c'était pas formulé comme tel, quoi, comme une pratique, si tu veux. Parce qu'il n'était plus nécessairement dans une utilité du pistage. Voilà, et ils ont plus de droits de chasse, ils ont plus, les droits sont très limités, donc c'était pas une poursuite des animaux pour se nourrir, par exemple, mais ça faisait partie de sa connaissance de l'écosystème global. Ouais, il a appris à vivre dans ce milieu et à connaître ces êtres, justement, comme tu dis, pendant des dizaines d'années, au final. Ouais, ça devient même plus un sujet, en fait. C'est ça qui est assez fou. C'est que ça fait partie du quotidien, et c'est juste des indices du vivre ensemble. C'est juste des indices de ouais, en fait, je suis pas tout seul. Et ça génère une posture, par contre, qui est ultra intéressante. Et ça, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'est apparu avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, et toutes les personnes qui font du pistage animalier, qui pratiquent pour plein de raisons différentes. Mais c'est qu'il y a une forme d'humilité aussi qui se met en place, où on se rend compte que on n'est pas tout seul, déjà, et qu'en plus, il y a certains autres animaux que nous qui laissons des traces un petit peu moins visibles, un petit peu plus temporaires. Une espèce qui marche, qui fait, comme tu disais, sa crotte quelque part, etc. Cette empreinte, cette trace, elle disparaît assez vite, elle est assez éphémère. On est une espèce, nos traces sont un peu moins éphémères, elles perdurent un petit peu plus dans le temps. On prend un peu plus de place, quoi, je trouve. Au Canada aussi, donc j'ai rencontré plein de gens. Et il y a un moment où je suis arrivée à me poser la question de qu'est-ce que moi j'en tirais en fait de tout ça. Parce que comme je suis partie sans vraiment d'agenda hyper déterminé, je me suis dit, en fait à un moment je vais voir si tout ce que je viens d'emmagasiner, je suis capable de le vivre seule, sur le terrain.
Donc j'ai eu envie de m'immerger en solo, en fait, avec mon sac à dos. Et je suis partie, du coup, quelques jours toute seule, sur une plage, en traversant une forêt, etc. Et en lisant un peu les indices de présence que je trouvais autour de moi. Et du coup, il y a d'autres espèces que j'ai pas vues dans la chair, j'ai envie de dire, mais dont j'ai détecté les signes de présence, notamment potentiellement du loup, a priori. Il y a encore toujours un doute qui subsiste tant qu'on n'a pas vu la bête sur la base d'empreintes. Et puis aussi, surtout, des cougars qui sont pas passés loin de là où j'avais mon tarp, ma tente. Donc voilà, ça remet aussi un petit peu les choses au centre. Et je veux pas spoiler la fin du film, mais en fait, une expérimentation solitaire d'un milieu sauvage, c'est qu'une étape. Après, il y a une autre étape qui compte beaucoup et c'est le partage de cette expérience. Et ça, je vous laisserai, je vous laisserai découvrir. Non, c'est bien de teaser un peu le film et de pas tout dévoiler non plus. Au moins, les personnes qui nous écoutent pourront justement prendre du plaisir aussi à découvrir le film. Et peut-être en tirer leur propre enseignement aussi, tu vois, parce que en fait, moi, c'est ce que j'ai vécu, mais chacun, et je le vois là, les gens qui ont déjà vu le film, chacun et chacune s'arrête un peu sur un moment, sur une rencontre, tu vois. Il y a une rencontre qui va plus parler à certaines personnes. Il y a des questions de génération, parce que j'ai vraiment rencontré des gens avec des âges différents. Et je sais que mon beau-père, par exemple, il a carrément bloqué sur Dixon, parce que peut-être qu'il s'est beaucoup plus vu dans la posture du papy, tu vois, du grand-père, comme il va être avec du coup mes neveux et nièces. Il y a d'autres personnes qui se sont raccrochées à d'autres personnages, et je pense que chacun peut y voir une facette de ce qu'il a envie de, de se faire un peu renvoyer comme message. Donc ouais, on va pas tout dire. Yes, carrément. Ça fait penser justement, on parlait de la question de la cohabitation. À un moment, tu te retrouves en ville, à Victoria, et tu te poses un peu cette question de justement l'impact des villes, parce que la ville s'agrandit de plus en plus. Donc on a des villes, même dans le monde de manière générale, qui grignotent de plus en plus les territoires des autres êtres vivants. Leurs écosystèmes sont aussi détruits, et on se retrouve de plus en plus aussi à voir des animaux qui vivent, enfin, peut-être pas vivent en ville, mais qui sont de passage en tout cas en ville. Je sais qu'on a toutes et tous en tête peut-être les vidéos TikTok ou Instagram, on voit des ours fouillés dans des poubelles ou autres. Comment tu perçois cette pression croissante que l'on exerce sur les milieux, et quelle était un peu ta réflexion à ce moment-là à Victoria ? Ma réflexion à Victoria, elle était aussi basée sur un moment, et ça je pense que c'est important de le dire, qui n'était pas facile de mon voyage. Donc j'étais très grincheuse à cette étape-là, et c'est normal, ça se ressent je crois un peu d'ailleurs dans le film, c'était le but. Mais j'étais un peu en mode, la ville c'est moche, les humains c'est nul, tu vois, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Et on grignote effectivement sur les territoires des autres espèces, on n'arrête pas de s'étendre, on fait du bruit, voilà. Et quand ils viennent sur ce qu'on estime être notre territoire urbain, eh ben on les accepte pas. Parce qu'en fait, ça c'est vrai aussi, c'est que oui, nos territoires sont de plus en plus en fait se chevauchent. Et c'est une croyance humaine tout à fait erronée que de penser que une ligne entre deux territoires, c'est une démarcation qu'on ne peut pas franchir. Enfin, il y a bien que nous qui avons le concept de frontière. Même quand on parle du territoire des renards, etc., en fait, c'est des territoires qui sont hyper perméables. Tu peux avoir 2 adultes, loups, ours, voilà, qui vont, à des moments, si les ressources le permettent, se chevaucher dans les territoires. Et c'est pareil, en fait, les humains et les autres espèces. Et il y a de plus en plus, effectivement, de cohabitation forcée, en fait, et qui nous plaît pas forcément. Mais que ce soit les renards, par exemple, à Londres, il y a des renards dans plein de rues, tu vois. Au Canada, notamment dans la rencontre que j'ai faite à Victoria, avec une anthropologue qui est là-bas, elle me disait oui, on voit parfois des cougars. Alors, c'est pas non plus tous les matins, mais c'est quand même pas une espèce anodine. Les ours, il y a eu justement il y a quelques jours de ça à Whistler au Canada, un ours qui a dû être abattu parce que il était beaucoup en ville, mais il a aussi dû être abattu parce qu'en fait les humains qui se sont comportés avec cet ours ont eu des comportements pas du tout adaptés à de la cohabitation. Et donc là, voilà, réseaux sociaux, TikTok, des vidéos qu'on tournait de gens qui se rapprochent de l'ours, qui du coup, l'ours se sent aussi agressé, donc devient agressif. Et en fait, quand c'est comme ça, c'est nous qui décidons que c'est l'ours qui n'a pas sa place, tu vois. Et donc, il a été abattu. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de réapprendre à vivre ensemble, même dans les milieux urbains, et peut-être même surtout dans les milieux urbains.
Alors oui, on peut étudier les animaux, dans les forêts et franchement, c'est aussi là qu'on a envie d'être parfois, pour respirer. Mais je pense que ouais, il y a un vrai enjeu de cohabitation urbaine. Et c'est là où je trouve que le pistage animalier, pour revenir là-dessus, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer dans le futur, c'est de montrer qu'on peut aussi construire peut-être nos villes. Alors, je suis pas urbaniste, mais ça serait vraiment un plaisir de bosser avec des urbanistes pour essayer de réfléchir à quand on construit nos bâtis, quand on construit nos villes, nos villages autour, même nos zones résidentielles. On peut le faire en sachant qui était là avant, parfois, ou qui va cohabiter avec nous et comment on peut le faire plus intelligemment. Mais ça commence avec des choses toutes bêtes, hein. Hmm. Tu vois, entre deux maisons, tu as un petit muret en bas avec ensuite un grillage. Bah, dans le muret, en fait, tu fais un espace pour que les hérissons ils puissent passer, tu vois. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais si tu le fais pas, bah, tu vis pas en communauté élargie du vivant, quoi, en fait. Ouais, c'est une réflexion plus globale de toute manière sur comment vivre ensemble, que ce soit avec les humains ou les non-humains. Mm. C'est vraiment ouais, une question fondamentale qu'il faut qu'on se pose par la suite, c'est clair. Et ça me fait penser justement pour faire un peu une transition sur justement cette question de c'est quoi être autochtone. Donc là, t'es allé à la rencontre de différents peuples autochtones et tu parlais de Dixon que tu l'as rencontré, qui est descendant justement de ce qu'on pourrait appeler peuple premier, peuple natif. Il y a différents noms qui sont utilisés, je sais jamais lequel est le plus respectueux, le plus approprié. Et du coup, il y a ces populations avec l'histoire qu'on connaît, au moins un petit peu, et on les oppose souvent aussi avec celles et ceux qui descendent des colons. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement, selon ce que tu as perçu, selon les connaissances que tu as, des relations qu'il y a aujourd'hui entre ces peuples et des réalités aussi que connaissent ces peuples au Canada, et plus globalement, quel est le poids que la colonisation continue à avoir sur ces territoires? Ouais, je pense que c'est une question où j'ai pas encore trouvé, tu vois, de réponse, mais où il y a des éléments qui me semblent essentiels. Il est vrai qu'en tout cas, les dynamiques de colonisation ont vraiment coupé net, dépossédé des peuples qui étaient autochtones au sens vivaient avec, par et pour leur territoire au niveau des ressources. Elles les ont vraiment coupés de ça dans la matière, concrètement, avec des interdictions de pratiquer, des interdictions de croire, et notamment au Canada avec les générations volées. C'est pareil avec les aborigènes en Australie, c'était la même technique, c'est qu'on a enlevé les enfants aux familles, Hmm. on les a envoyés dans des pensionnats et on a fait tout ce qu'on pouvait pour faire sortir l'Indien, texto, hein, c'est comme ça que c'était formulé, sortir l'Indien en eux, quoi, pour supprimer cette partie d'eux. Donc il y a eu vraiment une action hyper concrète de coupure, de dépossession et donc de stop à la transmission d'une culture, en fait. Et aujourd'hui, il y a donc une espèce d'ambiguïté avec une rupture et en même temps une partie des descendants de colons qui se réintéressent à tous ces sujets-là. Et j'en suis la première, hein. Je te disais que j'étais passionnée par tout ce qui était savoir autochtone, savoir ancestraux, etc. Et avec du coup une espèce de personnes qui sont descendants de ceux et celles qui ont créé la coupure, qui vont venir en disant non, 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 mais en fait, ce que vous savez, c'est trop intéressant, il faut qu'on s'y réintéresse. Et finalement, en disant maintenant, vous allez nous l'apprendre. Mais à des personnes qui n'ont plus ce savoir parce qu'on leur a pris, parce qu'on Hmm. les en a dépossédés. Et en fait, ça crée une espèce de. Bah, en fait, personne n'est trop à l'aise avec, avec ça parce que on a envie de revaloriser ces savoirs, mais on ne peut pas l'imposer, cette revalorisation. On ne peut que dire, en fait, c'était important, pardon, et est-ce qu'on peut retravailler ensemble et construire ensemble des modes de fonctionnement issus de vos savoirs. Mais on ne peut pas, nous, tu vois, les prendre, quoi. Et moi, je l'ai vu notamment avec une autre personne que j'ai rencontrée, du coup, au Canada, qui transmet, qui est donc français, qui s'est installé là-bas et qui transmet une culture liée justement à la nature, aux savoirs ancestraux, faire du feu dehors, etc. Et il m'expliquait que il a fallu aussi réexpliquer, il a fallu montrer patte blanche et dire on n'est pas là du tout pour s'approprier la culture qu'on vous a volée, mais on est là pour redécouvrir ce que vous saviez en tout cas, et le faire en toute humilité et ne pas projeter ce qu'on pense qui est bien. Et moi, je le vois dans plein, plein de domaines. Tu vois, j'étais en Amazonie. Alors, je reboucle avec autre chose, mais j'étais en Amazonie. Et l'une des grosses
problématique de la communauté chez qui on était, les Quechua, donc vraiment de la communauté de Mandaripanga, c'est qu'il y a une perte des savoirs parce que les jeunes partent, ils vont à la ville parce qu'ils sont plus intéressés par la culture, par les emplois potentiels aussi qu'ils peuvent trouver, la ressource économique. Et du coup, il y a une perte de la culture. Et nous, on arrive en leur disant non, non, mais c'est pas bien, les téléphones portables, c'est pas bien, faut que vos jeunes, ils restent là. Et les anciens le sentent, le savent bien. Mais qui on est finalement pour dire aux jeunes non, non, en fait, ne partez pas de votre communauté, alors que nous, on l'a fait. Et maintenant, on se rend compte avec un peu de recul qu'on en revient. Donc tu vois, il y a plein de trucs qui se jouent et pour ne pas répliquer aussi une espèce de posture colonialiste où on arriverait en disant en fait c'était mieux avant ce que vous faisiez, maintenant il faut qu'on refasse ça quoi. En fait, on a peut-être tous et toutes un chemin à faire ensemble plutôt que tu vois d'imposer de nouveau cette valorisation d'une culture qu'on a prise quoi. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent parce que quand on parle de colonialisme, on pense pas aussi justement à cet autre visage qu'il peut porter. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, je suis pas arrivée chez Dixon en lui disant non, non, mais le pistage animalier, c'est important. En fait, j'ai essayé de comprendre, lui, quelle place ça avait dans sa vie, dans sa vision. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte que c'était une chose parmi tant d'autres. Et ça fait relativiser les choses. Mais je pense que c'est important aussi d'incarner. C'est-à-dire que moi, je peux aller, je suis investie dans des programmes de pistage animalier, de valorisation des compétences. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui ont été développés pour que, par exemple, ça a commencé avec les Bushmen du Kalahari, et c'était issu de leur demande, donc ça c'est ultra important aussi, de comment on pourrait faire pour que les jeunes se réintéressent au savoir, et notamment le pistage. Et du coup, a été développé un système pour faire en sorte, donc ça s'appelle Cyber Tracker, puisque à l'époque c'était dans les années 90, et tout ce qui était un peu numérique, parce qu'ils utilisaient des outils informatiques au début, ça s'appelait Cyber. Donc voilà, c'est un drôle de nom. Mais en fait, en gros, c'était pour essayer d'évaluer la compétence en pistage, et du coup de la faire valoriser, notamment sur le plan professionnel, que les gens qui étaient très bons en pistage puissent être embauchés, par exemple, par le gouvernement, en l'occurrence en Afrique du Sud et sur plusieurs pays du sud de l'Afrique, pour des projets scientifiques, justement, pour tu vois, vraiment une valorisation technique. Mais c'était issu des peuples vraiment locaux. Et donc, je suis impliquée sur ce genre de choses, donc c'est bien. On a du boulot pour essayer de sauvegarder certains de ces savoirs, mais en même temps, j'essaye aussi de l'incarner chez moi. Et c'est là où la boucle, elle se boucle. C'est que je me dis que je peux faire ça à l'étranger, mais je peux aussi le faire en local. Et je peux le faire en local en transmettant ici ce que je sais déjà. Je peux le faire en local en proposant aux gens autour de moi de se reconnecter à ce savoir-là. J'ai pas besoin forcément d'aller le faire dans le Kalahari, quoi. Ça fait partie de moi, ce qui m'anime, mais il faut que je l'incarne aussi ici. Je pense que grâce à ce voyage-là, l'une des choses, c'est vraiment que je me rends compte que être autochtone, ça veut dire jouer le jeu de la présence. Mais d'être présent quelque part, mais en conscience. Et du coup de s'impliquer en local. Et en fait, c'est marrant parce qu'en le disant, je me rends compte que ça répond aussi à des choses que je disais par rapport à l'humanitaire, tu vois, l'importance du local, etc. et de la communauté. Mais avec vraiment cette idée que tu peux être autochtone à partir du moment où déjà tu acceptes le temps long, le ralentissement au sens du rythme des saisons et de se connecter à ce qui se passe, à la luminosité, aux espèces, aux plantes, etc. Et tu vis un peu plus du sol. T'es un peu moins hors sol et tu vis un peu plus du sol. Et ça peut passer par plein de choses, mais ça peut passer par l'alimentation. Ça peut passer... je me suis bien rendu compte, en fonction des voyages que je faisais au fur et à mesure, si je pose un regard sur cet angle-là, que suivant ce que je mangeais, j'avais pas du tout la même relation avec le territoire et avec mes émotions pendant le voyage. Ouais, d'être planté en fait, tu vois, de savoir ce qui vient du sol et de redonner une valeur en fait à ce qui est issu du sol même. Et du coup, c'est là où la définition vraiment littérale d'autochtone, elle arrive quoi. Est-ce que tu as réussi justement pendant ton voyage au Canada à te sentir, comme on posait cette question au début, intime avec les différents lieux dans lesquels tu as été? Est-ce que tu as su suffisamment, je sais pas, te connecter aux êtres vivants que tu as rencontrés? Comment tu perçois ça avec du recul à ton retour? Je pense que oui, très honnêtement même, et justement avec un voyage qui a été que d'1 mois, parce qu'en fait il a été que d'1 mois sur le terrain, mais il continue d'être vécu en fait par moi, à chaque fois que j'en parle, à chaque fois que je transmets, à chaque fois que j'incarne ici des leçons en fait que j'ai tirées de là-bas, donc il n'est pas vraiment fini en soi,
Mais je crois que oui, parce qu'en fait, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai expérimenté beaucoup de choses. Je te donne un exemple tout simple. Avec Dixon, j'ai vraiment eu beaucoup de conversations parce qu'il est très impliqué, notamment sur la réintroduction des saumons dans une grosse rivière qui passe du coup vers chez lui et aussi jusqu'aux États-Unis. Et en fait, j'ai mangé du saumon qu'ils avaient pêché grâce au projet depuis 20 ans de réintroduction de ce saumon. Et en fait, du coup, tu touches du doigt certes l'alimentation, le vivant, la manière dont ils pêchent. Ils m'ont expliqué aussi que eux seulement de cette communauté avaient des droits de pêche, c'est-à-dire que des droits de pêche n'ont pas été donnés à tout le monde et à n'importe qui parce qu'ils ont été un peu redésignés gardiens, si tu veux, de cette espèce. Donc il y a un vrai lien aussi spirituel qui se construit. Et en fait, du coup, tu viens toucher du doigt les ours qui mangent les saumons. Tu viens penser à ce qui se passe en amont, en aval de cette rivière. Et en fait, tu deviens ultra connecté à toutes les problématiques juste parce que t'as porté ton attention là-dessus. Donc je pense que on peut vivre une vie entière dans un lieu et le survoler, en fait, ce lieu, comme on peut y passer juste un mois. Mais si on y va vraiment, on peut se connecter assez intimement aux choses, ouais, je pense. Ouais, et Dixon, justement, là, il recrée un peu un cycle de relations qui pouvait peut-être ne plus exister ou venir à disparaître, en tout cas. Et cette courte expatriation, elle pose aussi la question de l'intégration des voyageurs et des voyageuses dans un territoire où l'on n'est pas né, ce que toi t'as vécu. Mais elle pose donc aussi la question des migrations, elle pose la question de l'accueil que l'on peut et que l'on doit réserver à de futurs autochtones aussi ici, et pour qu'ils et elles trouvent leur place, que ce soit ici ou ailleurs. La différence, c'est que pour un certain nombre d'entre elles, leur présence sur nos territoires, elle n'est pas issue d'un voyage plaisir, elle n'est pas toujours voulue, elle peut être aussi de l'ordre de la survie. Et toi, justement, Marine, tu crées des ponts pour se rencontrer un peu l'ensemble de ce vivant, et tu proposes notamment des sorties en nature à des publics en situation de migration, afin de leur permettre aussi de connaître davantage notre territoire, justement, de rencontrer un peu tous les êtres qui l'habitent. Est-ce que tu peux nous parler de cette initiative et pourquoi elle fait sens pour toi ? Ouais, avec grand plaisir. Pour moi, c'est vraiment effectivement le revers un peu de la pièce de ce que moi j'ai la chance de pouvoir vivre à l'étranger parce que je le choisis. C'est aussi des questions aujourd'hui, je crois, de société plus globalement qui viennent me toucher, en tout cas en ce qui me concerne. Quand j'ai décidé de valider ce diplôme d'animatrice de randonnée nature, il fallait que je fasse un stage pour montrer aussi en termes de compétences ma capacité d'encadrer des groupes en extérieur, etc. Et je me suis rapprochée d'une association grenobloise avec qui j'avais déjà eu des contacts par le passé via plutôt l'humanitaire et en fait qui organise des sorties autour de l'intégration par le sport, donc plein de sports différents, notamment des sorties nature, avec des publics en situation de migration, avec des parcours migratoires complètement divers et variés, des niveaux de langue, de connaissance du français, évidemment, forcément hyper différents, etc. Et j'ai eu très, très envie d'explorer des routines de connexion à la nature avec eux pour leur faire découvrir, mais aussi découvrir ce qu'eux avaient à dire de notre nature en France, de notre vie, de notre manière de connecter au territoire. C'était des expériences extraordinaires à chaque fois. Pas dans le sens, tu vois, de grandes randonnées hyper intenses. On n'était pas sur du dépassement de soi. C'était pas là que ça se jouait. C'était plus effectivement sur des petites choses qui viennent s'allumer et qui viennent s'activer et que tu découvres dans les interstices d'une sortie, quoi. Juste des exemples. On a fait des sorties thématiques avec différents thèmes, justement. L'une d'entre elles était forcément, tu t'en doutes, le pistage animalier, mais il y en a eu d'autres, donc je vais parler d'autres choses aussi. Par exemple, sur la navigation naturelle. La navigation naturelle, c'est une compétence ancestrale, c'est un savoir ancestral de savoir, quand tu es en extérieur, systématiquement, toujours, où est le nord, le sud, l'est et l'ouest, grâce à des indices que nous laissent les plantes, la manière dont poussent les arbres, là où se positionne le soleil, telle fleur qui va fleurir à tel endroit, etc. Donc c'est de connaître tout ça pour pouvoir ensuite se déplacer et naviguer. Donc c'était vraiment les peuples nomades, tu vois, pour le coup, qui avaient majoritairement cette connaissance. Donc c'était la thématique. Donc on s'est promené, on a décrypté ensemble les signes dans la nature, mais c'était de la semi-nature, semi-ville pour le coup. On était quand même parfois sur des indices dans des milieux semi-urbains.
Et là, se passent des choses du style, je me souviens d'un jeune homme qui me dit en fait, moi, ça me rappelle quand j'étais avec mon papy, donc mon grand-père, il était du Soudan. Et il me dit, quand il m'expliquait que si on voyait mes 2 oreilles dans mon ombre, c'était qu'il était 14 heures. Et en fait, la traduction, c'est que si son ombre montrait vraiment ses 2 grandes oreilles, parce qu'il avait des grandes oreilles bien décollées, c'était que le soleil était vraiment dans son dos, derrière lui, et donc l'ombre était vraiment pleine. Donc ça indiquait quasiment le zénith, et donc que c'était une certaine heure. Donc en fait, il est venu partager avec nous des choses qu'il avait acquises aussi sur son territoire. Donc ça permet de faire revivre des jolis souvenirs quand même attachés à des territoires qu'ils ont dû quitter, et pas que réactiver des expériences traumatiques. Donc ça permet de remettre de la beauté aussi dans là d'où ils viennent, et en même temps, du coup, d'apprendre des choses sur le territoire où ils arrivent, et parfois des choses que justement les gens qui sont nés sur le sol ne savent plus forcément. Donc redécouvrir aussi des petits secrets comme ça, et se sentir appartenir, se sentir un peu le confident d'un espace extérieur que certains ici ont oublié. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est qu'au final, on a des personnes qui sont issues de territoires différents, qui se retrouvent dans ce territoire-là, et effectivement, qui apprennent autant l'un ou l'une que l'autre à redécouvrir ce territoire parce que elles ont délaissé ces relations avec le reste du vivant sur ce territoire. Enfin, c'est ça qui est fou, quoi. Ouais, c'est dingue. Et tu vois, par exemple, j'ai fait une sortie aussi où on était vraiment dans le centre de Grenoble. Donc, s'il y a des Grenoblois et Grenobloises qui nous écoutent, mais le parc Paul Mistral, donc vraiment au centre de Grenoble. Et j'ai fait une sortie avec... donc, à chaque fois, il y a des personnes qui sont en situation de migration, mais il y a aussi des Grenoblois et Grenobloises, bénévoles, volontaires, ou n'importe qui peut s'inscrire à ces sorties. Tu vois, c'est pas uniquement pour ces publics-là, c'est vraiment ouvert. Parce que le but, c'est de créer du lien aussi entre les hôtes et les personnes qui arrivent. Et on a fait un peu du pistage. Et il avait neigé un petit peu la veille. Et donc, dans ce parc Paul Mistral, il y avait blindé d'empreintes, quoi. Il y avait plein d'empreintes de rongeurs, en l'occurrence plutôt des rats, des souris, etc. Mais on les voyait hyper bien. Et donc, on a pisté comme ça pendant un moment. On a pisté un chien aussi. Alors, ça n'a rien d'exotique, mais c'était hyper intéressant pédagogiquement de regarder quel type de chien ça pouvait être, comment il s'était déplacé, est-ce qu'il était tout seul avec son maître. Enfin, tu vois, après, tu viens de te poser plein de questions. On a regardé un peu les oiseaux qu'il y avait. À la fin, il y a une nana, une Libanaise, qui me dit c'est fou parce qu'en fait, j'ai l'impression que vraiment, j'en sais plus que les Grenoblois. Maintenant, je connais plus de secrets sur la ville de Grenoble et sur qui habite Grenoble que certains Grenoblois. C'est trop bien. Tu vois, elle était trop contente et trop fière de ça. Et avec des récits aussi, des contes, des légendes qui se construisent autour de ça. Et finalement, où on se rend compte que c'est pas le savoir naturaliste qui sache pas nommer quelle espèce c'était pas tant important, c'était pas si grave. Ce qui était important, c'est d'avoir vécu une relation avec cet autre habitant l'espace d'un instant, quoi. Ouais, c'est vrai que souvent, quand on parle de voyage, on va penser au fait de se déplacer plus ou moins loin, de partir peut-être sur d'autres continents, etc. Mais on pense peu souvent au fait que le voyage, c'est aussi pouvoir accueillir ici. Voyager, c'est aussi pouvoir aller à la rencontre d'autres personnes, c'est découvrir d'autres cultures, mais on peut les découvrir aussi ici avec les différentes diasporas, avec justement ces différentes personnes qui ont émigré et qui peuvent apporter aussi beaucoup de connaissances qui sont issues de leur territoire, etc. Et on oublie souvent que le voyage, c'est ça aussi. Qu'est-ce que tu penses justement de cette réflexion-là ? Je pense que c'est tout à fait vrai. Et pour moi, l'une des manières de le faire, c'est en se retrouvant dehors. Donc, je reboucle, hein, tu vois, avec ce que je disais aussi, c'est que on peut le faire sur plein de sujets. On peut décider de rencontrer des gens autour d'une cuisine, enfin de nourriture, tu vois. Mais on peut aussi aller dehors. Et le bénéfice que je trouve à aller dehors, c'est que on revient tous à peu près au même niveau et on a tous la même expérience, plus ou moins sensorielle. Tu vois, et du coup, en fait, ça ramène aussi à une espèce d'unité humaine. On est tous un peu les mêmes dehors quand on est face aux éléments, etc. Avec des bagages différents forcément, mais ça remet un peu les choses à plat. Et surtout, on parle d'un autre sujet et ça permet de sortir. En fait, on vit les relations humaines plutôt que d'en parler, en fait. On va vivre la relation humaine à l'extérieur et on n'a pas besoin forcément de la nommer. On passe un bon moment, on connecte, en fait, à plein de niveaux sans avoir à se dire qu'on le fait consciemment. Et ça, je trouve ça cool, en fait.
Tu vois, là, on parlait de ces projets avec des personnes en situation de migration, donc avec des étrangers au sens géographique du terme. Mais il y a aussi beaucoup de projets sur lesquels je travaille qui sont avec des gens qui sont issus du sol, pour le coup, français, qui sont nés ici, mais qui ont des problématiques de vie personnelle des publics en situation difficile. Par exemple, j'ai travaillé sur un projet avec des gens qui sont suivis par un hôpital de jour pour des problématiques de santé mentale. Donc avec des pathologies psy diverses et variées, et qui vivent dans leur quotidien, qui sont en souffrance en fait, parfois par rapport à leur esprit, mais aussi par rapport à leur corps. Et quand tu travailles sur des projets en extérieur, tu viens aussi, si c'est fait avec bienveillance, si c'est fait avec par palier, avec patience aussi, reconstruire et reconnecter un individu à lui-même aussi et à tout ce qu'il peut y avoir de résilient, de beau, de positif en lui. Alors ça fait un peu, tu vois, bisounours comme ça, mais en fait, j'en ai tellement des expériences où une personne qui au début avait peur d'aller dehors parce qu'en fait, elle avait peur d'elle-même surtout, petit à petit avec une remise en confiance. Alors c'est pas non plus la seule manière et c'est pas forcément suffisant, mais ça vient réadoucir en fait un lien à soi. Et je pense que quand on est mieux avec soi aussi, c'est plus facile d'être mieux avec les autres. Donc je pense que tous ces projets-là et tout ce que je recherche aussi quand je parle d'être autochtone, c'est à la fois pour apaiser les relations avec les autres espèces, avec les autres humains et avec soi-même. En tout cas, c'est, je pense, les 3 dimensions dans lesquelles ça peut se matérialiser. Parfait. Je pense que tu as parfaitement conclu justement avec ce triptyque un peu de reconnexion à soi, aux autres vivants, de manière générale. Merci beaucoup Marine pour ce témoignage hyper riche, hyper intéressant, de nous avoir parlé justement de tes expériences de voyage, tes différents parcours, tes vécus. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Et écoute, merci à toi pour tes questions et puis pour ce moment d'échange. Et peut-être à une prochaine fois parce que je pense qu'il y a encore plein d'autres sujets. Mais c'était déjà super cool. Donc voilà, et je crois que si j'avais peut-être une dernière chose à dire, c'est aux gens, essayer d'aller dehors, quoi. Essayer d'être le plus possible en dehors des murs, le plus souvent possible au contact vraiment du sol, quoi. Voilà. Il y a encore matière à témoignage, effectivement. On pourrait approfondir tellement de sujets qu'on a évoqués. Ce sera peut-être... l'occasion d'autres fois. Merci beaucoup en tout cas et je te souhaite une belle suite de journée. Merci beaucoup Anthony. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vives voies. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.